Bonsoir à tous. Bonsoir Amaëlle Guiton. Bonsoir. Ça fait plaisir d'avoir une femme telle que vous parmi nous. Oh, mais merci beaucoup. Nous aimons les femmes et nous les respectons. Mais je n'en doute pas. Bah attends, mais carrément, mais plus que tout au monde d'ailleurs. Bonsoir Jean-Marc, je te respecte aussi. Oui, merci. Voilà. Je sais pas si j'ai pas fait l'armée. Voilà, bah non, on le regrette d'ailleurs, tu es devenu activiste maintenant, tu es une sorte de militaire du quotidien. Mais même si j'avais fait l'armée, ils auraient pas aimé. D'accord. Bien, appel aux gens si vous avez des questions pour Amaëlle Guiton, spécialiste du hacking qui vient d'écrire un livre. Il est où? Ah non, si je te casse ton info. Vas-y, fais. Sur le hacking. C'est vraiment un super bouquin. Et je l'ai lu parce que la dernière fois je me suis fait pécho, je ne l'avais pas lu. Là, je l'ai lu. Et Jean-Marc, je te confie Amaëlle qui s'y connaît donc sur le sujet. Donc c'est hacker, parce que moi je montre l'intégralité, hacker au cœur de la résistance numérique. Voilà. Pourquoi tu t'es intéressé au hacker? D'où ça vient? Oh là, alors c'est une réponse qui, on va dire, est en deux temps. D'abord, je m'intéresse depuis quand même vachement longtemps aux ordinateurs, parce que j'en ai eu petite, à l'Internet, parce que dès qu'il y a eu un modem 56K près de moi, je me suis connectée, et au logiciel libre aussi depuis, on va dire, la deuxième moitié des années 90. J'utilise des logiciels libres, ça fait pas mal d'années que j'utilise un système Linux. Donc, c'est des questions qui m'intéressent et probablement d'ailleurs que j'ai côtoyé des hackers pendant vachement longtemps sans forcément m'en rendre compte et sans savoir qui ils étaient. Après, le vrai déclencheur, ça a été d'abord Wikileaks. Parce que voir tout à coup des mecs qui sortent des masses de documents et qui font le boulot que devraient faire normalement les journalistes, ça m'a quand même un petit peu interpellée. Et puis après, il y a eu Anonymous aussi, c'est-à-dire l'émergence d'un nouvel, enfin ce que je considère moi comme un nouvel acteur politique qui tout à coup, on va dire, hack l'agenda médiatique de manière extrêmement efficace avec une espèce de génie de la marque. Enfin, je pense que n'importe quel publicitaire pourrait être hyper jaloux de cette invention, tout le masque, le décorum, etc. Et invente aussi des modes d'organisation et de délibération inédits. Voilà. En même temps, Wikileaks et Anonymous, c'est pas l'image qu'on se fait de ce que c'est qu'un hacker. Justement, moi c'est vrai que pendant longtemps probablement j'en ai eu l'image dominante des médias, enfin autrement dit des mecs enfermés dans leur garage à pirater des systèmes informatiques. Le fait d'y être entré par ce qu'on appelle l'activisme avec un H, je pense que ça m'a donné effectivement peut-être une autre vision aussi parce que comme c'est des gens qui sont plutôt accessibles, plutôt causants, plutôt partageurs, du coup effectivement moi je pense qu'ils m'ont ouvert les portes d'un monde qui est très différent en fait de tout ce qu'on avait pu me raconter pendant des années. Alors, activisme avec un H, c'est au sens où c'est de l'activisme politique mais fait par des hackers, où le fait d'utiliser des outils, des logiciels, des techniques, des méthodologies de hacking pour militer politiquement. Ouais. Et alors, tu en as rencontré plein, il y a plein de portraits dans ton livre, plein de jeunes notamment. Qu'est-ce qui t'a le plus étonné ou les figures comme ça qui t'ont marqué? Il y a plein de gens qui m'ont étonné parce qu'il y a quand même pas mal de gens étonnants. Moi, j'ai quand même pas mal tilté sur ce jeune hacker égyptien qui a monté son hackerspace de manière complètement à l'arrache en expliquant qu'il existait alors qu'il n'existait pas encore, en attendant que des gens se manifestent pour leur expliquer ce que c'était que le hacking. C'est un mec qui en plus, il est cascadeur, il fait ce qu'on appelle du parcours, c'est ce que font les Yamakasi, donc lui il fait ça en Égypte, et avec vachement, je trouve, un côté très touchant dans sa manière de faire et un côté très très passionné, donc ça c'était assez intéressant comme rencontre, en plus une rencontre qui pour le coup s'est faite en ligne et même pas IRL comme on dit, in real life, et t'arrives quand même à sentir la personnalité du mec en discutant avec lui sur un canal IRC, donc c'est assez étonnant. Un canal IRC pour ceux qui ne savent pas. Alors donc on se connecte à un serveur. Et puis on discute avec des gens, on se connecte à un salon de discussion et on rencontre plein de monde. C'est notamment ce qui est utilisé par les Anonymous, mais pas seulement d'ailleurs, les hackers et les activistes utilisent beaucoup ça pour se retrouver en ligne, pour discuter, pour penser à des trucs quand ils se retrouvent pas dans la vraie vie, parce que c'est pareil, ce qui m'a peut-être aussi, un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est que contrairement à l'image, là encore, dominante du type enfermé tout seul derrière son écran, moi j'ai plutôt rencontré des gens qui sont des gens qui socialisent énormément,
qui passent leur temps à se retrouver dans des lieux ou dans des cafés pour discuter, pour construire des choses, pour bidouiller des trucs. Et puis alors non, il y a aussi quelqu'un que j'ai trouvé assez frappant parce qu'il a une vraie pensée pour le coup du hack politique. C'est le Suédois, c'est Marcin de Kamiński, qui est un des fondateurs de Telecomics notamment, et d'un truc qui s'appelait le Bureau Pirate, qui avait été créé en Suède justement à l'époque de la création du bureau anti-piratage. C'est vraiment quelqu'un qui a une et qui a donné réflexion après le politique, Parti Pirate, notamment. je Enfin, crois qui que a le Parti eu une Pirate n'en est contribution. pas directement issu, mais en tout cas, voilà, il s'est passé un truc en Suède à cette époque. Lui en a fait partie, et il a vraiment une réflexion, je trouve, hyper stimulante, justement sur la manière dont les hackers peuvent intervenir dans les processus politiques. Alors justement, sur la façon qu'ils ont d'intervenir, est-ce que tu peux nous parler de la duocratie? Ah, alors ça, effectivement, c'est la duocratie, hein, comme son nom l'indique, c'est le pouvoir à celui qui fait. Donc c'est une manière de dire que les modes de délibération traditionnels et d'action traditionnelle peuvent parfois être terriblement inefficaces, et que donc on fait des choses, on les propose à la communauté, ça suit ou pas d'ailleurs, mais quand ça suit, effectivement, ça peut être pour le coup remarquablement efficace. Donc, quel que soit son âge, son sexe, son milieu social, c'est est-ce qu'on a un CV, est-ce qu'on a fait des études ou pas, à partir du moment où on fait quelque chose et que les autres trouvent ça intéressant, là, effectivement, les autres vont te suivre. Mais c'est pas parce que tu es chef que... Non, alors et puis ça pour le coup ça remonte à loin, hein. Ça remonte vraiment aux prémices du mouvement hacker, ça remonte aux années 50, ça remonte à tous ces étudiants du MIT qui rôdaient autour des premiers ordinateurs pour essayer de les faire fonctionner parce que ça les fascinait. L'éthique qu'ils ont élaborée à cette époque, ça c'est un élément qui est hyper important, effectivement, c'est que le sexe, l'âge, la classe sociale, l'origine ethnique, tout ça ne compte pas, ce qui compte c'est ce qu'on fait effectivement et pas ce qu'on est. Ouais. Alors justement, en matière d'éthique hacker, là, tu interviewé il n'y a pas très longtemps Steven Levy, qui est l'auteur du premier livre sur les hackers. À l'époque, en anglais, c'était les héros de la révolution informatique. Là, le bouquin vient de sortir en France, s'appelle L'éthique des hackers. C'est quoi l'éthique des hackers ? Alors, l'éthique des hackers, effectivement, c'est leur, on va dire, c'est leur code de conduite, c'est les règles qu'ils ont élaborées ensemble à l'époque justement où ils travaillaient sur ces premiers ordinateurs qui étaient, enfin voilà, c'était pas les ordinateurs personnels tels qu'on les connaît aujourd'hui, hein, c'était des énormes bahuts qui prenaient tout un pan de mur, et ils avaient une manière de travailler de manière très collaborative, et effectivement, l'éthique des hackers, ça dit que l'information doit circuler librement, ça dit que il faut se méfier de l'autorité. Il y a quelque chose de très libertaire quand même dès ce moment-là, qu'il faut promouvoir la décentralisation, qu'il faut fonctionner de manière horizontale, qu'il faut échanger les connaissances. Finalement, c'est quelque chose qu'on retrouve complètement, je pense, aujourd'hui dans la manière de fonctionner des hackers actuels. T'as entendu, il ne faut pas avoir de chef. Alors, Okay. Tu vois le bazar aussi? Non. Amael, comment on fait quand il n'y a pas de chef? Comment ils font s'il n'y a pas de chef? Comment ils font? C'est des modes d'autorégulation du groupe, c'est-à-dire que de toute façon, voilà, ils partagent l'information. C'est ce qui a donné d'ailleurs naissance aux logiciels libres, hein, qui sont des logiciels que tout le monde peut améliorer en permanence parce que tout est ouvert. Et chacun propose et partage avec les autres, et chacun augmente la connaissance des autres. C'est un mode de fonctionnement qui est assez profondément libertaire. Ouais. Oui, mais alors, si j'étends ça au grand public, ça ne pourrait pas être un mode ça pourrait pas être un mode de démocratie ou un mode de pouvoir? Peut-être qu'il y a une affaire de masse critique. Effectivement, hein, c'est une question compliquée. Est-ce que ça peut s'appliquer à tout? J'en suis pas forcément convaincue. Après, à des petits groupes, ça marche manifestement très bien. Et surtout, moi, j'ai tendance à penser que si ça peut, on va dire, si ça peut polliniser justement les modes de prise de décision et de fonctionnement traditionnel, ça peut donner des choses assez intéressantes. Mais effectivement, est-ce que ça peut fonctionner pour tout? C'est pas forcément certain. Enfin, les partis pirates essaient de faire quelque chose d'approchant, c'est-à-dire d'appliquer ça à la politique. On voit que c'est pas simple, parce que la société, de toute façon, ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que tu peux parler de la cathédrale et le bazar, justement, qui revient sur cette façon de s'organiser, la duocratie?
Alors, La cathédrale et le bazar, donc c'est le titre d'un essai qui a été publié par un hacker américain qui s'appelle Eric Raymond. Et en fait, il compare, lui, à l'origine, hein, deux modes d'élaboration des programmes informatiques. Il y a le modèle de la cathédrale, où les choses sont relativement verticales et fermées. Le code est élaboré par un petit groupe de gens, ça reste confiné entre eux. Et puis, de temps en temps, on ouvre à l'extérieur pour améliorer les choses. Le bazar, c'est typiquement ce qui a été utilisé sur ce fameux noyau Linux qui sert au système du même nom. C'est ouvert en permanence. Le programme lui-même, le code source, est ouvert en permanence. Tout le monde peut le consulter, tout le monde peut traquer les bugs et tout le monde peut l'améliorer. Et donc, effectivement, là, on a le bazar, c'est vraiment le mode de fonctionnement horizontal par excellence, où effectivement tout est ouvert, donc tout le monde peut intervenir. Effectivement, la duocratie, c'est ça, c'est-à-dire que on va proposer par exemple une amélioration dans une ou deux lignes de code, les autres vont la reprendre et va se disséminer comme ça. Pour le coup, voilà, c'est l'horizontalité par excellence. Ouais. Il y a un truc qui était intéressant aussi dans la cathédrale et le bazar, c'est quand Eric Raymond explique qu'un jour, il est tombé sur quelqu'un qui a fait une meilleure version de son code, du code que lui avait proposé, et que lui a dû se remettre complètement en question pour accepter que tout son code à lui disparaisse, pour mettre le code d'un des contributeurs qui était meilleur que le sien, et qu'en termes de remise en question, il a beaucoup appris avec ça. Effectivement, à partir du moment où on décide de fonctionner de manière ouverte et sans hiérarchie, c'est l'apprentissage aussi de l'humilité. Et d'ailleurs, les hackers le disent très bien, hein, c'est que quand ils font une boulette et qu'on leur signale, il y a un moment où effectivement, oui, ils doivent se remettre en cause et accepter aussi la critique. Ouais. Est-ce qu'il y a des méchants hackers quand même encore? Alors, les méchants hackers, les hackers les appellent pas des hackers, ils les appellent plutôt des crackers. De toute façon, moi, c'est un truc que pour le coup, ceux que j'ai rencontrés m'ont expliqué très vite, avec une métaphore assez simple. Tu prends un couteau suisse. Avec un couteau suisse, tu peux faire des tas de trucs utiles et puis tu peux aussi tuer des gens. Donc, en fait, l'outil lui-même, c'est pas l'outil lui-même qui pose problème, c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Donc évidemment, à partir du moment où on a la maîtrise d'outils technologiques, on peut en faire des trucs vachement bien, comme par exemple construire des réseaux, comme ils font en Allemagne, des réseaux Wi-Fi accessibles à plein de gens, ou comme ils font maintenant, ils vont faire ça jusque sur le continent africain, là où il y a à peine de l'Internet, ils amènent du Wi-Fi, et on peut, à partir des mêmes outils, pirater des comptes bancaires. Donc effectivement, oui, comme dans n'importe quel milieu ou n'importe quelle profession, entre guillemets, il y a des gentils et des méchants. La question, c'est effectivement, c'est celle de la morale à un moment. Et d'ailleurs, ça c'est aussi un truc qu'ils disent beaucoup, c'est que la question, elle se pose pas tellement d'ailleurs en termes de légalité, mais plus en termes de légitimité. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais avec les outils dont je dispose? Est-ce que j'en fais des trucs bien, quitte par moment d'ailleurs à faire des choses qui ne sont pas forcément dans les clous, ou est-ce que j'en fais des trucs à mon propre profit? Quelqu'un qui en fait des trucs à son propre profit et qui va plutôt casser que construire, on l'appellera plutôt un cracker qu'un hacker. Mais effectivement, l'outil utilisé, à la base, il est le même. La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? En fait, il parle également de black hat et de white hat, sachant qu'il y a aussi les grey hats. C'est-à-dire ceux qui ont un chapeau noir, c'est les méchants, ceux qui ont un chapeau blanc, c'est les gentils. Et souvent, ils se retrouvent en fait à avoir des chapeaux gris parce qu'ils doivent faire des choses qui sont hors la loi, alors qu'ils le font pour des buts légitimes. Non. Typiquement, c'est un des exemples d'ailleurs que je cite au début du bouquin, c'est cette histoire complètement dingue du Chaos Computer Club, qui est le plus gros club de hackers, je pense, au monde à l'heure actuelle, qui a presque 30 ans. Au début des années 80, eux, c'est vraiment des spécialistes de la sécurité informatique. Au début des années 80, ils ont trouvé une faille dans le Minitel allemand. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détourné quand même 30 000 marques qu'ils ont rendues le lendemain. Donc c'était uniquement pour à la fois la beauté du geste et puis pour la démonstration pédagogique, histoire de dire hey, regardez les mecs, vous nous vendez un outil qui est soi-disant hyper sécurisé, en fait c'est un gruyère. Évidemment, ça n'a pas été très bien pris. Donc ça, c'est assez typique de ce moment où la légitimité de l'action et le côté efficace aussi peut rentrer, on va dire, en contradiction effective avec la loi. Est-ce qu'ils se considèrent comme des héros ?
Non, je crois pas, non. Ils aiment pas trop d'ailleurs qu'on les présente comme ça. Pour prendre un exemple qui est peut-être un peu plus connu que d'autres en France, un collectif, un cluster même, pour employer le terme précis, qui s'appelle Télécomics et qui a par exemple énormément aidé les cyberdissidents des pays arabes à se protéger à contourner la censure et à se protéger de l'espionnage. Eux, ils disent toujours, nous, on a aidé des gens derrière un ordinateur. Enfin voilà, ceux qui prennent des risques, c'est ceux qui sont sur le terrain. Donc, on n'est pas des héros. Donc, je pense pas qu'ils se considèrent comme des héros. Justement, leur manière de se gérer entre eux fait qu'il y a, je trouve quand même, en général, pas mal d'humilité. Même si, je veux dire, comme n'importe où, on peut trouver des mauvais coucheurs ou des gens élitistes. Je trouve que c'est quand même un milieu qui est plutôt sain de ce point de vue-là. Mais est-ce qu'il y a une philosophie derrière ça aussi? Est-ce que ça peut s'étendre à l'ensemble de la société ou est-ce qu'on est dans une micro-niche, un peu comme les écolos dans les années 70 qu'on regardait en rigolant? Et ça a mis 40 ans avant que ça devienne... Moi, je pense que leur éthique, justement, et leur manière de faire, c'est-à-dire de dire on ne veut pas utiliser des outils sans savoir comment ils fonctionnent, en fait, c'est quelque chose qui peut, quand on y réfléchit, à peu près s'étendre à tout. Parce qu'effectivement, on ne va pas utiliser un programme informatique sans savoir comment il fonctionne, donc on va plutôt utiliser des logiciels qu'on peut comprendre, dont on peut éventuellement d'ailleurs modifier le code si on en a besoin, mais de la même manière, on va pas laisser des lois s'élaborer sans comprendre comment ça fonctionne, donc on va s'interroger sur le système politique, on va s'interroger sur des tas d'objets du quotidien. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui effectivement peut, en théorie, s'appliquer à peu près tout et qui, en tout cas, me semble prendre, on va dire, de plus en plus de place aujourd'hui. Ouais. Mais est-ce que l'importance de la technologie là-dedans ne crée pas de toute façon une distance immédiate avec le reste du monde? Alors ça dépend. Peut-être en termes de génération. Parce que je pense que d'ailleurs c'est peut-être une partie du problème et une partie de leur mauvaise image, hein, c'est qu'il y a une telle défiance ou une telle incompréhension vis-à-vis de la technologie aujourd'hui qu'effectivement des gens qui maîtrisent la technologie sont vus comme potentiellement dangereux. Après, moi j'ai quand même tendance à penser que les générations actuelles, elles la maîtrisent plutôt de mieux en mieux, la technique, et que cette barrière-là est en passe probablement, sinon de tomber, du moins de s'effriter. Après, il y a un autre aspect, c'est que justement, comme on a vu, la question politique, pour moi, elle est au cœur du hacking en réalité depuis très longtemps. Peut-être pas depuis les années 50, hein, parce que les premiers hackers, ils fonctionnaient beaucoup entre eux, ils fonctionnaient beaucoup en bulle, mais les mecs de la Silicon Valley qui ont inventé les premiers ordinateurs personnels, il y en avait pour qui l'ordinateur personnel, ça devait aussi changer la vie. Donc la question politique, elle est au cœur du hacking. Depuis 3 ou 4 ans, où on les voit vraiment intervenir de manière, on va dire, très visible, je pense que du coup, ça crée aussi des ponts avec le reste de la société, parce que le reste de la société s'y intéresse. Et peut-être d'ailleurs que l'activisme avec un H, c'est ça qui va faire le pont entre le hacking et la société civile au sens large, même si évidemment ça met du temps à se construire. Moi, je l'ai vu pas mal en Tunisie où j'étais l'été dernier. Il y a quand même de plus en plus de gens qui se sont rapprochés des communautés hackers justement parce qu'il s'est passé des choses autour des printemps arabes et parce que les hackers ont aussi été à leur manière, et pas qu'à leur manière d'ailleurs, parce que les mêmes qui étaient derrière leurs ordinateurs descendaient aussi dans la rue, parce que les hackers ont aussi été des acteurs de ces printemps-là, et du coup, on le voit avec tout ce mouvement autour de ce qu'ils appellent l'open gouvernance. Autrement dit, justement, il y a par exemple des élus dans l'Assemblée nationale constituante en Tunisie qui tweetent, qui expliquent ce qu'ils font, qui documentent sur Facebook l'élaboration de la Constitution. Et ces gens-là sont en lien avec les hackers justement parce qu'il y a une agrégation qui s'est faite au moment des printemps arabes. Donc moi, je pense que c'est un assez bon exemple en fait de la façon dont plusieurs mondes peuvent se rencontrer et de la façon dont justement les hackers peuvent s'insérer aussi dans des évolutions politiques. J'ai encore une question, Jean-Marc. Vas-y. Sauf si c'est lié à ça directement, toi.
Oui, mais... Ouais, vas-y. Non, c'est justement, tu avais rencontré des gens, que ce soit en Tunisie, qui travaillent sur la constituante, avec leur mentalité, leur background et leur méthode de hacker. Tu as rencontré également des gens en Allemagne Ouais. qui sont au Parti Pirate. Comment tu vois, toi, cette arrivée de hackers et de la confrontation avec des instances démocratiques, représentatives, très verticales, comme ça? Comment ça se passe Ah bah, c'est une vraie question parce que ça crée forcément du conflit. Et d'ailleurs, les gens du Parti pirate allemand le disent assez bien. C'est les premiers élus dans les parlements, quand ils ont débarqué avec leurs crêtes et leurs fringues de punk, forcément, au début, ça faisait un peu bizarre. Ils s'en sont un peu pris plein la tête. Voilà, quand il y en a un qui débarque en Bermuda, il est sûr d'avoir une réflexion au sein de l'enceinte du Parlement. Et en même temps, ils bossent. Ils essaient. Ils essayent vraiment de comprendre, quoi. Ils essaient d'intervenir. Alors après, ils le font petit à petit parce que, au départ, c'était des partis en plus qui sont créés beaucoup sur justement les questions de protection de la vie privée en ligne, sur les questions de liberté numérique, de partage de la culture notamment. Donc ils étaient vraiment, ils travaillaient vraiment ces questions-là. Maintenant qu'ils commencent à avoir des représentants, on leur demande d'avoir entre guillemets un avis sur tout, ce qui est normal. Donc ils travaillent aussi sur l'aide sociale, sur le logement, etc. Donc ils font le job, qui commencent à gagner leur légitimité. Après, là où évidemment c'est compliqué, c'est qu'à partir du moment où on entre dans des institutions, on est obligé de se conformer aussi à la manière dont elles fonctionnent. Donc on essaie de les faire changer de l'intérieur, mais c'est un pari qui est toujours risqué. Et d'ailleurs, Vinvin, tu parlais des Verts, on l'a très bien vu avec les Verts, qui étaient effectivement à un moment donné un parti qui amenait quelque chose de très neuf, avec des modes de fonctionnement très différents, avec une autre culture politique. À partir du moment où ils sont rentrés dans le jeu politique, petit à petit, ils s'y sont aussi intégrés au point effectivement de plus être aussi contre-culturel qu'avant. Donc d'ailleurs, c'est ce qui fait peur aux pirates là où ils existent et là où ils représentent quelque chose, c'est le moment où ils vont se faire un peu bouffer par l'institution. Donc de toute façon, à partir du moment où il y a des hackers qui s'intègrent dans des processus politiques, ça crée forcément du conflit et de la tension. Et d'ailleurs, le Suédois Marcin de Kaminski le dit très bien. Enfin, les hackers, le hack, c'est rapide. C'est à chaque fois qu'on bute sur un obstacle, on essaie d'y trouver une solution. On avance le plus vite possible. La politique, ça prend du temps, c'est de la discussion, c'est du débat, c'est des votes, etc. Donc, c'est pas forcément les mêmes logiques, et elles vont nécessairement se contaminer dans un sens et dans l'autre d'ailleurs. Donc après, reste à savoir effectivement où le balancier va se fixer. D'autant que, alors là, c'est ma petite lubie personnelle, mais en même temps, on voit Mark Zuckerberg de Facebook et le patron de Twitter qui arrivent en politique avec leurs milliards de dollars et de données. Et est-ce qu'ils ne risquent pas d'écrabouiller les hackers et la bidouille avec la mainmise sur la technologie et l'Internet ? De toute façon, je crois que même une très très grosse boîte avec même beaucoup d'argent n'aura jamais la mainmise totale sur la technologie. Alors ça, pour le coup, c'est ça qui fait la force des hackers, c'est qu'ils ont de toute façon toujours un temps d'avance. Ils sont toujours un peu plus malins et quand il y a un truc qui marche pas ou qui se ferme, ils vont essayer soit de le réouvrir, soit de faire autre chose. Donc non, ils se feront pas écrabouiller. Après, la question, c'est quelle place ils peuvent occuper, quel poids ils peuvent avoir. Y a un truc quand même, moi, qui me semble assez fort. On est aussi dans une période de crise. Tout ce qui découle justement on va dire des grosses entreprises, l'obsolescence programmée, des produits qu'il faut changer en permanence, etc., ça en prend quand même un coup dans la gueule à cause de la crise. Donc moi j'ai l'impression en réalité que la démarche des hackers qui est justement de bidouiller, de faire de la récup aussi, parce que quand on installe un système Linux sur un ordinateur, ça bouffe vachement moins de ressources que le Windows du moment ou le système Mac du moment. Donc on pourrait dire que c'est un truc de spécialiste et c'est un truc de gros geek, sauf qu'à un moment donné, quand on n'a pas de blé, ça peut aussi être un vrai motif aussi pour s'intéresser à ces choses-là. Moi, j'ai tendance à penser que, paradoxalement, la crise est aussi une forme d'opportunité pour cet esprit-là qui est l'esprit de la bidouille.
Il y a une phrase que j'aime bien, je crois que je ne sais plus si c'est pas un membre du Parti Pirate qui disait dans ton livre, les logiciels devraient faire ce que tu leur demandes, pas le contraire. Ah oui. Et c'est vraiment la philosophie, c'est toi qui dois être au contrôle d'un système, que ce soit un ordinateur, une batterie de cuisine, un groupe de rock, parce que le hacking, c'est pas que les logiciels. Je sais bien. Ça peut être aussi de la cuisine. Je sais bien, merci. Mais c'est que tu dois contrôler et pas être contrôlé par le système. Et c'est vrai qu'en matière de crise, il y a énormément de perspectives comme ça qui sont en train de s'ouvrir. Bah, moi, je pense. Sur le fait de contrôler le système. Alors, quand on parle des outils informatiques, alors effectivement, moi, ça m'arrive comme à tout le monde, d'ailleurs, que mon smartphone, qui est propriétaire, et j'en suis bien désolée, fasse des trucs, des fois sans me demander mon avis, ce qui est extrêmement déplaisant. Le hacker part du principe que ce soit effectivement un smartphone ou un ordinateur ou même une voiture, les outils sont là pour faire effectivement ce que tu leur demandes de faire et pas pour faire des trucs dans ton dos ou sans te prévenir ou se connecter alors que tu n'en avais pas envie, etc. Et c'est vrai qu'en théorie, c'est une démarche qui peut s'appliquer à plein de choses. D'ailleurs, c'est pas un hasard aussi si on voit de plus en plus, et je crois que vous en avez d'ailleurs parlé dans un 20-20 heures précédent, émerger le mouvement des Fab Labs. Voilà, ces labos de fabrication où on fabrique non plus seulement des programmes ou des ordinateurs, mais carrément des objets. À la fois parce qu'on veut comprendre comment ils fonctionnent, parce qu'on veut les maîtriser, et puis aussi, moi je pense parce que voilà, ça coûte moins cher tout simplement, ça permet de faire des choses nouvelles, d'avoir des objets qui sont adaptés à nos besoins et qui ne soient pas du gaspillage comme c'est encore majoritairement la règle aujourd'hui. Donc oui, je pense que ça ouvre des perspectives assez folles. Ouais. L'avant-dernier Chaos Communication Camp, qui est ce grand rassemblement international de hackers qui a lieu en Allemagne, organisé par le CCC, il s'était donné comme objectif de créer plein de hackerspace partout autour du monde. Résultat, en l'espace de 4-5 ans, il y en a plus de 1000 qui se sont créés. Et il y a Sabine Blanc et Ophélia qui sont en ce moment en train de faire un webdoc sur les hackerspace dans le printemps arabe. Au dernier Chaos Communication Camp, ils ont proposé d'envoyer des hackers dans l'espace. Est-ce que tu peux nous en parler de ça? Alors ça, c'est un truc assez dingue. Alors c'est à la fois un gag et pas un gag. Et je crois, comme souvent d'ailleurs avec eux, c'est une communication qui a été faite donc, par 3 hackers. Dans mes souvenirs, c'est un Américain et 2 Allemands. Qui dit on va effectivement mettre en place un réseau satellitaire de communication qui peut éventuellement d'ailleurs servir si l'Internet tel qu'on le connaît est cassé. Et puis en 2034, on enverra un hacker dans l'espace. Donc ça paraît complètement fou comme ça. Ça paraît d'ailleurs assez lunaire, hein, si on peut utiliser le mot. Et puis en même temps, ce qu'on voit, c'est que sur le terrain, il y a des petits mecs, notamment à Stuttgart, qui sont en train de mettre au point justement un réseau voilà, sur Terre de communication avec des satellites qui sont déjà existants parce qu'il y en a plein en fait qui se baladent dans l'espace, qui pour certains ont été envoyés par des radioamateurs. Donc ils font ça petit à petit. Là, en fait, ils essaient de mettre en place une espèce de maillage au sol pour suivre un satellite. Donc une fois qu'ils auront fait ça, ce qu'ils imaginent, c'est de pouvoir recevoir évidemment. Une fois qu'ils auront fait ça, ils recevront en fait les signaux. Ce qu'ils imaginent après, c'est de pouvoir en envoyer. Donc une fois qu'on a ça, on a effectivement une espèce potentiellement d'internet spatial, hein, ça paraît assez fou. Et puis c'est vrai qu'à côté de ça, il y a des mecs qui construisent des fusées de manière pareille, hein, en open source, et qui commencent à faire des essais. Donc ça c'est pareil, ça paraît assez fou, mais c'est en train de se faire. Donc pour le moment c'est encore tout petit. Mais en fait ce qui est dingue, c'est que si on met en relation plein de petits projets dans leur coin qui s'agrègent, on peut imaginer effectivement pourquoi pas qu'à un moment donné, oui, il y a un réseau satellitaire qui existe, qu'à un moment donné, oui, il y a des fusées en état de marche et que éventuellement, à un moment donné, on puisse envoyer un hacker dans l'espace. Alors 2034, je sais pas, peut-être 2042 hein, pour faire une vague de gros geeks, et peut-être 2100, j'en sais rien. Mais c'est vrai que ce qui est assez, moi en tout cas, ce qui me fascine, c'est le fait que l'objectif en soi est important, mais c'est pas forcément ce qui compte le plus. Moi, j'ai l'impression que ce qui compte le plus, c'est plutôt le chemin pour y arriver, et y compris parce qu'il peut d'ailleurs mener ailleurs qu'au point qu'on avait prévu au départ. Donc, je sais pas s'il y aura un jour un hacker dans l'espace, mais peut-être qu'il y en aura un, et peut-être qu'il va se passer autre chose aussi. Ouais. Non, je réfléchissais, ce qui m'embête, ce que je trouve génial, c'est que on dirait que tout ça se passe en dehors du politique, en dehors de décisions habituelles, tu vois, qui est comme un monde parallèle et que les deux ne peuvent pas vivre ensemble structurellement.
Ça dépend. En Allemagne, c'est ce que tu racontes. En Allemagne, le CCC a réussi à être écouté par les autorités parce qu'ils ont réussi à démontrer qu'effectivement, ils avaient une véritable expertise en matière de sécurité informatique. Et la porte-parole du CCC explique dans ton bouquin que nous, effectivement, en Allemagne, on est respecté, écouté par les autorités et craint par les autorités. Aux États-Unis et en France, il y a eu une diabolisation, surtout en France, diabolisation des hackers qui fait que c'est relativement récent. Le fait, c'est depuis le début des années 2000 aux États-Unis et depuis 2-3 ans en France, où des hackers commencent à être écoutés par certains parlementaires. Donc c'est un début. Ouais, c'est un début et il n'y a pas que l'Allemagne, hein, la Suède aussi, c'est intéressant parce que notamment Marcin de Kaminski, dont je parlais tout à l'heure, est aussi à l'origine d'un groupe, d'un think tank qui s'appelle le Julia Gruppen, qui est d'ailleurs issu de Télécomics assez directement. Et en fait, ils ont créé ce truc-là, c'est-à-dire une espèce de structure officielle, parce que c'est le gouvernement suédois qui leur a demandé. C'est-à-dire, à un moment donné, il y avait plein de débats justement sur les questions, sur les libertés numériques. Et en gros, les mecs sont venus les voir en disant « on veut bien discuter avec vous parce qu'on a besoin de vos connaissances. Par contre, si éventuellement vous pouviez nous monter une structure qui soit un interlocuteur, autre chose qu'un rassemblement d'internautes au fin fond d'un canal IRC sur un serveur bizarre, éventuellement ça serait plus simple. » Donc il y a aussi une demande du politique. Alors après, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui se passent en dehors des circuits de décision parce qu'il y a traditionnellement et depuis les années 50 une méfiance vis-à-vis des autorités. Ce principe de décentralisation, il est réel, hein, c'est-à-dire qu'il faut garder son indépendance. C'est d'ailleurs toute la question qui se pose parce qu'ils sont de plus en plus consultés par les politiques, c'est jusqu'à quel point ils gardent leur indépendance. Mais c'est pas deux mondes qui sont totalement séparés. Enfin, juste un exemple que je cite, je crois, à la fin du bouquin. Il y a tous les ans aux États-Unis une très grosse conférence de hackers qui s'appelle DEF CON. À la dernière, donc au mois de juillet ou août, je ne sais plus très bien, le patron de la NSA, donc l'Agence nationale de sécurité américaine, est venu en personne en disant « Hé les mecs, on a besoin de vous, venez bosser pour nous. » Donc c'est qu'à un moment donné, les gouvernements et les institutions ont besoin de cette expertise-là, de ces savoirs-là, et ils emploient d'ailleurs des hackers depuis longtemps aux États-Unis, ça se fait petit à petit, et ils ont aussi retourné des pirates informatiques parce que voilà, ça leur permettait d'avoir des gens qui connaissaient très bien les systèmes informatiques. Donc en réalité, les gouvernements et les grandes entreprises, parce que les grandes entreprises de la Silicon Valley, elles sont nées souvent à partir de hackers. Donc en réalité, le monde politique et le monde de l'industrie s'intéressent à tout ça. Il y a des communications, même si traditionnellement les hackers s'en méfient, il y en a effectivement un certain nombre qui peuvent être amenés soit à être des consultants, soit à bosser directement. Mais il y a une interpénétration de ces deux mondes, je pense. Amel, en France, notre France. Ah. Est-on pas 2 siècles en retard? Ah bah si, carrément. Enfin, moi, je trouve que par rapport notamment à l'Allemagne et à la Suède, on est vachement loin derrière. Alors, est-ce que c'est aussi effectivement parce qu'il y a eu une diabolisation pendant très longtemps? Probablement. Je pense que les choses commencent un petit peu à bouger. Notamment dans la foulée de tous les débats qu'il peut y avoir sur la neutralité du net, notamment, parce qu'il y a des gens en France qui sont de fervents promoteurs de l'idée qu'Internet doit être neutre, que ça doit être des tuyaux. Ça ne veut pas dire que c'est une zone de non-droit, ça veut dire simplement qu'un message qui est émis à un endroit d'Internet doit arriver à un autre point sans être déformé, sans être filtré, sans être censuré, etc. Et il y a maintenant des députés qui s'y intéressent. Il y a quelques députés socialistes, il y a quelques députés UMP aussi, hein, parce qu'il ne faut pas croire que tout ça n'a pas de couleur politique. Ils sont très peu nombreux pour le moment, mais ils commencent à trouver des interlocuteurs du côté, par exemple, des fournisseurs d'accès associatifs ou la Quadrature du Net est écoutée au niveau européen, même s'ils leur font je pense qu'ils leur font assez peur, hein, pour le coup, parce qu'ils ont quand même bien participé à faire capoter ce fameux traité ACTA, mais c'est des gens qui commencent à être entendus et dont on commence effectivement à requérir l'expertise. On est très en retard en France, mais je pense que ça commence à venir et que probablement, plus on aura de responsables politiques qui s'intéresseront à ces questions-là, c'est-à-dire tout simplement qui essaieront de les comprendre, et plus cette parole-là sera écoutée et entendue, à mon avis. Il y a un truc que j'aime bien dans le livre, tu t'expliques à la fin que on va pas vers le grand soir, c'est pas la révolution. Par contre, c'est plein de petits lendemains, c'est plein de gens qui vont faire énormément de choses.
C'est marrant parce que quand je discutais de ce bouquin avec une copine qui est historienne, elle me disait en fait c'est des croyants c'est des pratiquants non croyants, les hackers. C'est parce qu'en fait c'est des gens qui ont assez peu d'idéologie en général, c'est-à-dire effectivement ils rêvent pas de grands soirs, ils veulent pas forcément faire la révolution. Par contre ils sont convaincus qu'on peut changer des choses à son échelle, et de toute façon ils aiment faire des choses, ils aiment jouer avec des systèmes informatiques, ils aiment jouer avec des ordinateurs, ils aiment jouer avec des objets, ils aiment apprendre, et donc ils font plein de trucs, et effectivement ils changent les choses dans les faits. Mais de toute façon Internet a quand même été en grande partie construit par des hackers. Quand on voit à quel point ça modèle nos vies, on se dit oui, d'accord, ils ont peut-être pas changé le monde, mais ils ont quand même modelé le monde dans lequel on vit, et je crois qu'ils vont continuer à le faire, oui, tout simplement parce qu'ils font des choses, parce que c'est ça qui les fait bouger, c'est de faire des choses concrètes. Et oui, c'est sûr que voilà, il n'y a pas de ligne du parti, il n'y a pas d'idée qu'on va tout bouleverser du jour au lendemain, il n'y a pas de table rase. Par contre, il y a des petites choses très concrètes qui s'additionnent. Ouais. Mais c'est dommage, je réagis là-dessus, parfois ça paraît dommage qu'il n'y ait pas de réaction au vrai monde. Tu vois, quand on entend Cahuzac hier, on se dit peut-être que s'il y avait une vingtaine de hackers bien organisés politiquement pour faire le grand soir, la grande révolution, pour arrêter que ça se passe mal, peut-être qu'une espèce d'élan révolutionnaire. Lui, c'est un croyant en fait, c'est pas un praticien. Ouais. Il croit que des hackers, 20 hackers peuvent sauver la France. Hacker vaillant même. En fait, le truc, c'est qu'en même temps, je crois que fondamentalement, c'est pas dans leur culture, en fait. Ils ont très peur, ça c'est un truc aussi assez frappant, ils ont très peur de la sclérose, ils n'aiment pas l'idée d'organisation centralisée, parce qu'ils auraient peur d'y perdre en souplesse, d'y perdre en sens du jeu aussi. Donc effectivement, je pense qu'il ne faut pas compter sur eux pour être une espèce d'avant-garde révolutionnaire, parce que non, je crois que profondément, c'est pas dans leur culture. On a l'exemple avec Assange, mais c'est le contre-exemple, qui lui a réussi effectivement à hacker la politique internationale, avec sa culture, son background de hacker, mais en même temps où il est devenu le chef, la figure comme ça tutélaire, qui fait qu'il y a pas mal de gens qui ont quitté après Wikileaks, parce que c'était plus dans cette duocratie uniquement. Oui, et puis alors pour le coup, c'est effectivement, c'est une figure qui est devenue, c'est une vraie démonstration, c'est-à-dire que c'est une figure qui est devenue écrasante pour le collectif, et qui fait que ce collectif-là, malheureusement, je trouve, a perdu de sa force, a perdu de sa pertinence, a perdu de son impact, mais peut-être aussi parce que, justement, moi je trouve que ces derniers temps, alors peut-être ça s'explique aussi par les conditions dans lesquelles il vit aujourd'hui, qui ne sont probablement pas simples, je trouve que le discours d'Assange est de plus en plus idéologique, justement, et de moins en moins concret. Enfin, c'est quand même... Wikileaks s'est construit sur l'idée qu'il fallait que l'information circule librement. C'est construit sur un postulat de départ finalement qui est assez journalistique à la base. Moi, je l'entends de plus en plus finalement faire de la politique, Assange. Et c'est probablement le principal problème de Wikileaks aujourd'hui. C'est que Wikileaks fait d'abord de la politique et moins de hacks et moins d'informations. Sachant que chez les hackers, il y en a plutôt de droite, d'autres plutôt de gauche, d'autres qui se définissent comme apolitiques, d'autres. Enfin, c'est pas quelque chose qui est sur l'échiquier politique traditionnel. Non, alors moi j'ai l'impression, on va dire qu'en France, pour les hackers les plus politisés, il y a une vraie fibre libertaire, donc qui serait probablement plutôt de gauche. Mais quand on va aux États-Unis, par exemple, où c'est plutôt une culture libertarienne, c'est-à-dire une culture du moins d'État, on parlait tout à l'heure de l'auteur de La cathédrale et le bazar, là, Éric Raymond, alors lui c'est un libertarien pur souche, mais il est tellement libertarien qu'il est favorable au port d'armes, par exemple, parce qu'il pense que tout le monde doit pouvoir avoir un fusil chez soi. Donc c'est pas super de gauche comme positionnement. Donc effectivement, enfin c'est leur vrai point commun, c'est vraiment la méfiance vis-à-vis du pouvoir et la décentralisation. Donc ça peut tout à fait aller dans un sens comme dans l'autre. Et justement, dans la conclusion de ton livre, tu parles de la notion de dystopie. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la dystopie et c'est quoi le problème ? Alors,
je vais essayer de retrouver la définition précise. C'est une branche de la science-fiction qui imagine des sociétés qui, on va dire, seraient nos sociétés actuelles, mais où, pour le coup, les technologies auraient tellement avancé qu'on aurait basculé dans la surveillance généralisée, dans la censure, dans le monitoring. On n'y est pas encore. Ceci dit, quand on voit effectivement tout ce qui se passe en matière notamment de surveillance sur Internet, alors là, pour le coup, on peut renvoyer à Wikileaks et tout ce qu'ils ont sorti, ce qu'on appelait les spy files, c'est-à-dire en gros des dossiers qui concernaient des boîtes de surveillance qui vendent des outils justement pour filtrer le réseau, parfois à des pays d'ailleurs absolument pas recommandables. C'est vrai que ça fait plutôt peur. D'ailleurs, Jean-Marc, c'est quelque chose que tu connais bien, puisque tu as notamment bossé quand même sur cette fabuleuse affaire Amesis, autrement dit donc une entreprise bien française qui a vendu à la Libye de quoi surveiller les communications en ligne de toute la population. C'est-à-dire que ça, c'est techniquement possible. Quand on y réfléchit, d'ailleurs, ça fait un peu peur, sans vouloir rendre le monde entier parano. Moi, ce que j'en déduis, c'est que techniquement, à partir du moment où on circule en clair sur Internet, où on envoie des données, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien envoyer des mails que taper une requête dans Google, que se connecter à un site, dès lors qu'on fait ça en clair, c'est traçable. Je ne dis pas que c'est tracé, évidemment, parce que je pense que si on avait un système comme ça en France qui filtrait tout le monde, on s'en rendrait compte, parce que l'Internet serait énormément ralenti. Mais cette possibilité technique-là, elle existe. Et le problème, c'est que tous ces logiciels, toutes ces armes numériques, parce que c'est quand même à ça que ça revient, tout ça est extrêmement peu encadré. Il y a d'ailleurs des gens qui se battent pour qu'il y ait un vrai encadrement législatif, qu'on ne puisse pas vendre tout et n'importe quoi à tout et n'importe qui. Mais à partir du moment où cette possibilité-là existe, le risque de la dystopie, il existe. C'est probablement d'ailleurs ce qui fait le plus, un des trucs qui font le plus peur aux hackers. Alors c'est ce que je dis d'ailleurs, c'est pas tant à eux que ça fait peur, enfin c'est pas tant pour eux que ça leur fait peur, parce que eux ils ont les outils pour s'affranchir de ça. Mais c'est plutôt pour le commun des mortels, le commun des internautes, le commun des citoyens, qui lui ne sait pas se protéger et par conséquent est potentiellement espionnable. Donc le risque de la dystopie, oui, c'est celui-là, c'est celui de basculer dans une société où on serait surveillé en permanence sur le réseau, mais d'ailleurs pas seulement, aussi dans la vraie vie. Enfin, je veux dire, il y a plein de débats autour de la vidéosurveillance aujourd'hui, donc on va dire que c'est quand même une tendance de fond, quoi. Les possibilités techniques existent, donc il faut évidemment qu'il y ait un débat autour de ça, et un débat large, et un débat qui inclut vraiment la société civile. Si on en revient à la notion de qui contrôle la machine, est-ce que c'est toi qui es contrôlé par la machine ou est-ce que c'est toi qui contrôle la machine? Et les hackers contrôlent la machine, donc ils n'ont pas forcément complètement peur de toutes ces technologies de surveillance. Par contre, ils ont peur pour tous ceux qui sont contrôlés par la machine, parce que là, ceux qui sont contrôlés par la machine seront complètement à poil. Ils seront complètement à poil parce qu'effectivement, ils seront contrôlés par la machine et ils ne sauront pas ce qui se passe. C'est pour ça que c'est probablement d'ailleurs un des enjeux, la question de la culture technologique en fait. La plupart des gens ne savent pas comment fonctionne Internet. Ils ne savent pas que c'est des tuyaux dans lesquels circulent des données. Donc ils n'ont en réalité aucune conscience des traces qu'ils laissent. On arrive à peu près à faire comprendre aux gens en discutant avec eux que quand ils postent des trucs sur Facebook, oui, c'est potentiellement public. Expliquer à quelqu'un que quand il envoie un mail ou quand il tape quelque chose dans le moteur dans sa barre Google, tout ça est potentiellement traçable. D'abord, évidemment, ça fait très peur. Et puis ensuite, il y a beaucoup de gens qui n'en ont effectivement absolument pas conscience, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas comment ça marche, quoi. Donc, je pense que c'est d'ailleurs un des trucs qui est très fort chez les hackers, cette idée d'éducation populaire, finalement. Ça, c'est quelque chose... D'ailleurs, là, c'est la porte-parole du Chaos Computer Club qui le dit très bien. Elle dit quand on ne veut pas partager ce qu'on sait, quand on ne veut pas apprendre aux autres les choses qu'on sait, on ne fait pas vraiment partie de la communauté hacker. Donc pour eux, évidemment, c'est un enjeu, c'est de transmettre leurs connaissances, d'expliquer aux gens comment ça marche pour qu'ils puissent justement se réapproprier la technologie et savoir ce qu'ils risquent et savoir effectivement comment se protéger. Et tu fais partie des quelques rares journalistes à utiliser un système GNU Linux? Moi aussi. GNU Linux? Oui, GNU Linux. On ne dit pas Linux en fait. GNU Linux. C'est has-been. Ouais.
Parce que GNU, c'est Richard Stallman, GNU is not Unix, c'est D'accord. toute l'architecture, Linux, c'est le noyau. Mais, et il y a plein de hackers, la majeure partie des hackers utilisent des systèmes GNU Linux. Et est-ce que c'est pas un bon moyen, justement, pour commencer à contrôler sa machine, à s'initier, justement, à ce que c'est que le hacking, que de passer complètement au logiciel libre, y compris sur le système d'exploitation, et quitter Mac ou quitter Windows? Alors moi effectivement je pense, parce que sinon je l'aurais pas fait. D'ailleurs c'était vachement dans cet objectif. C'était aussi parce que moi j'étais très intéressée par la manière dont se fabriquaient ces logiciels et ces systèmes. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le fait que ce sont des communautés de programmeurs qui élaborent ensemble, sans forcément d'ailleurs être payés pour ça, que c'est ouvert en permanence et que ça peut donc être amélioré en permanence par n'importe qui. Moi j'ai commencé à utiliser ça parce que je trouvais que c'était assez beau en fait comme projet. Après je me suis rendu compte que souvent ça marchait mieux, être sous Linux, souvent ça tourne mieux, enfin en tout cas ça tourne mieux plus longtemps parce que ça devient moins vite obsolète, et puis que petit à petit on pouvait apprendre à faire des choses soi-même, voilà, ouvrir un terminal, taper des lignes de commande, s'initier un peu à tout ça. Donc effectivement oui, on apprend à maîtriser sa machine, on apprend à lui faire des trucs, on apprend plein de choses d'ailleurs dont on pensait éventuellement qu'on ne saurait jamais les faire. Et alors surtout quand même ce que je voudrais dire, c'est que, parce que dit comme ça, j'imagine que la plupart des gens qui regardent vont se dire ouais mais ça c'est un truc de gros geek, si on n'est pas un codeur patenté on va jamais y arriver. Ça n'est plus vrai. Moi j'ai essayé d'installer mon premier système de Linux donc au début des années 2000. Ça a complètement foiré parce que j'avais pas le bon pilote pour mon écran, etc. Donc au bout d'un moment j'avais même plus d'écran du tout, donc j'ai abandonné, je suis revenu à un système propriétaire. Je l'ai refait il y a quelques années et je me suis rendu compte que il y a maintenant des distributions, comme on dit, qui sont vraiment faites pour l'utilisateur. C'est-à-dire que même si on ne sait pas coder, même si on ne sait pas taper des lignes de commande, on peut quand même les installer, on peut quand même utiliser des logiciels, et on peut d'ailleurs petit à petit apprendre sans forcément tomber dans un truc dont on ne saura absolument pas se saisir. Donc maintenant la passerelle elle existe, et on peut le faire à son rythme. La grosse différence, pour faire un peu de prosélytisme, avec un système propriétaire ou avec des logiciels propriétaires, c'est que le jour où ton système il tombe en rade, le jour où ton logiciel il merde, tu vas sur un forum, tu demandes ce qui va pas, t'expliques, voilà, tu fais des captures d'écran. Et il y a quelqu'un qui te répond. Il y a quelqu'un qui va te répondre, il y a quelqu'un qui va te donner justement la marche à suivre, qui va même t'écrire le script qu'il faut que tu tapes dans ton terminal pour que ça marche mieux, et petit à petit tu vas comprendre comment ça fonctionne. Donc pour le coup, c'est pour ça que moi je dis que ça marche mieux, c'est tout simplement parce qu'à chaque fois que je suis tombée sur un os, j'ai posé la question et j'ai eu une réponse. Et il se trouve qu'avec les logiciels propriétaires, il y a toujours un moment où ça coince parce que c'est fermé. Là, tout est ouvert, donc on peut en général, à quelques exceptions près, parce que tout n'est pas parfait, mais on peut en général s'en sortir et apprendre à faire fonctionner son ordinateur et apprendre à lui faire à peu près ce qu'on a envie qu'il fasse. Ouais. T'as quand même dit, je suis pas une geek, mais j'avais pas le bon pilote pour mon système propriétaire. J'aimerais faire un test en France, savoir qui a compris la phrase. Alors ça c'était en 2003. Aujourd'hui, tu vois, tu rentres un CD-ROM avec une distribution Linux dans ton ordinateur, tu rebootes, ensuite tu appuies sur le bouton installer, et ensuite, et 3 quarts d'heure après, tu redémarres ton ordinateur et tu décides si tu vas aller sur Windows ou si tu vas sur Linux. Il n'y a plus de problème de pilote, de propriétaire, de driver, maintenant c'est réglé. Tu peux avoir un Linux sur Mac ? C'est un Linux, c'est un noyau Linux Macintosh. Mais oui, il y a moyen de l'installer. Alors en plus, voilà, il y a moyen de l'installer ce qu'on appelle en double boot. C'est-à-dire qu'en gros, non mais c'est pas compliqué. Tu allumes ton ordinateur. Ça je sais. Au démarrage, il te dit tu as le choix. Soit tu vas sous ton système Mac, soit tu vas sous. Ah t'as vu, elle a été hackée. De garder les deux pendant un certain temps, quand on n'a pas envie forcément de basculer sur un système complètement libre. Pour certains logiciels, effectivement, parfois, on peut avoir besoin de garder son Mac. On peut avoir les deux en parallèle. Moi, pendant plusieurs années, j'ai eu en parallèle un Linux et un système propriétaire, notamment pour pouvoir continuer à jouer aux jeux vidéo. Voilà, maintenant, j'ai moins le temps de jouer aux jeux vidéo, donc Linux me suffit. Ouais, ok. Si, je vais t'aider. Si, non, mais très bien. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Amael. Merci, Amael. C'était. Encore des questions ? Mais j'en ai plein, mais on va quand même s'arrêter. On se les posera plus tard. On va revenir. On fera une autre émission.
Ou on Bon, mélange. ça va, c'était à peu près compréhensible quand même. C'est tout à fait compréhensible. À part l'histoire du pilote de l'écran. Mais Non, mais c'est lui qui comprend pas. Je me fais le porte-parole de ceux qui ne comprennent pas ce que c'est qu'un Non, mais système c'est bien, propriétaire. c'est très important. Déjà, tu vois. C'est vrai, un système propriétaire. C'est quoi un système propriétaire? Alors, mais Bah, système propriétaire, c'est un système sur lequel il y a des brevets qui appartiennent à une entreprise et dont on ne peut pas accéder justement au code Voilà. source. Ouais, ce qui est C'est-à-dire paradoxal, parce que dans la langue française, À la si source du programme. j'ai un système propriétaire, c'est moi le propriétaire. Tu vois ce que je veux dire. Sauf qu'en l'espace, un système Eh ben propriétaire, non, c'est lui qui te possède. Je sais, mais vous savez. Voilà. Les gens, ils savent pas. Voilà, moi je dis ça pour les gens. Hashtag les gens. Bon, merci beaucoup, Amael Guiton. Mais de rien. À bientôt. À très vite. À bientôt, bonne journée. Bah oui, Salut. carrément. Ciao, ciao. Salut.